Discours de Georges-Jacques Danton, La patrie en danger. La patrie en danger de Georges-Jacques Danton. Monsieur le maire et monsieur, dans une circonstance qui ne fut pas un des moments de sa gloire, un homme dont le nom doit être à jamais célèbre dans l'histoire de la Révolution, disait qu'il savait bien qu'il n'y avait pas loin du Capitole à la roche tarpéienne, et moi, vers la même époque à peu près, lorsqu'une sorte de plébiscite m'écarta de l'enceinte de cette assemblée, où m'appelait une section de la capitale, je répondais à ceux qui attribuaient à l'affaiblissement de l'énergie des citoyens, ce qui n'était que l'effet d'une erreur éphémère, qu'il n'y avait pas loin pour un monhomme pur, de l'ostracisme suggéré aux premières fonctions de la chose publique. L'événement justifie aujourd'hui ma pensée. L'opinion, non ce vain bruit qu'une faction de quelques mois ne fait régner qu'autant qu'elle-même, l'opinion indestructible. Celle qui se fonde sur des faits qu'on ne peut longtemps obscurcir, cette opinion qui n'accorde point d'amnistie aux traîtres, et dont le tribunal suprême cache les jugements des sots et les décrets des juges vendus à la tyrannie. Cette opinion me rappelle du fond de ma retraite où j'allais cultiver cette métairie, que quoique obscure et qui est acquise avec le remboursement notoire d'une charge qui n'existe plus, n'en a point moins été érigée par mes détracteurs en domaine immense, payé par je ne sais quel agent de l'Angleterre et de la Prusse. Je dois prendre place au milieu de vous, messieurs, puisque tel est le vœu de mes amis de la liberté et de la Constitution. Je le dois d'autant plus que ce n'est pas dans le moment où la patrie est menacée de toutes parts qu'il est permis de refuser un poste qui peut avoir ses dangers, comme celui d'une sentinelle avancée. Je serais entré silencieusement ici dans la carrière qui m'est ouverte, après avoir dédaigné pendant tout le cours de la Révolution de repousser aucune des calomnies, son nombre dont j'ai été assiégé. Je ne me permettrai pas de parler un seul instant de moi. J'attendrai ma juste réputation de mes actions et du temps, si les fonctions déléguées auxquelles je vais me livrer ne changeaient pas entièrement ma position. Comme individu, je méprise les traits qu'on me lance. Ils ne me paraissent qu'un vain sifflement. Devenu homme du peuple, je dois sinon répondre à tout, parce qu'il est des choses dont il serait absurde de s'occuper, mais au moins lutter corps à corps avec quiconque semblera m'attaquer avec une sorte de bonne foi. Paris ainsi que la France entière se composent de trois classes. L'une ennemie de toute liberté, de toute égalité, de toute constitution, et digne de tous les maux dont elle a accablé, dont elle voudrait encore accabler la nation. Celle-là, je ne veux point lui parler, je ne veux que la combattre à outrance, jusqu'à la mort. La seconde est l'élite des amis ardents, des coopérateurs des plus fermes soutiens de notre révolution. C'est elle qui a constamment voulu que je sois ici. Je ne dois non plus lui rien dire. Elle m'a jugé, je la tromperai jamais dans son attente. La troisième, aussi nombreuse que me bien intentionnée, veut également la liberté, mais elle en craint les orages. Elle ne haït pas ses défenseurs qu'elle secondera toujours dans les moments de péril, mais elle condamne souvent leur énergie, qu'elle croit habituellement ou déplacée ou dangereuse. C'est à cette classe de citoyens que je respecte lors même qu'elle prête une oreille trop facilite aux insinuations perfides de ceux qui cachent sous le masque de la modération l'atrocité de leurs desseins. C'est, dis-je, à ces citoyens que je dois, comme magistrat du peuple, mais faire bien connaître par une profession de foi solennelle de mes principes politiques. La nature m'a donné en partage les formes athlétiques et la physionomie âpre de la liberté, exempte du malheur d'être né d'une de ces races privilégiées, suivant nos vieilles institutions, et par cela même presque toujours abattardie, j'ai conservé en créant seul mon existence civile toute ma vigueur native sans cependant cesser un seul instant, soit dans ma vie privée, soit dans la profession que j'avais embrassée, de prouver que je savais allier le sang-froid de la raison à la chaleur de l'âme et à la fermeté du caractère. Si, dès les premiers jours de notre génération,
j'ai éprouvé tous les bouillonnements du patriotisme, si j'ai consenti à paraître exagéré pour n'être jamais faible, si je ne me suis attiré une première proscription pour avoir dit hautement ce qu'étaient ces hommes qui voulaient faire le procès à la Révolution, pour avoir défendu ce qu'on appelait les énergumènes de la liberté. C'est ce que je vis, ce qu'on devait attendre des traîtres qui protégeaient ouvertement les serpents de l'aristocratie. Si j'ai été toujours irrévocablement attaché à la cause du peuple, si je n'ai pas partagé l'opinion d'une foule de citoyens, bien intentionnés sans doute sous des hommes dont la vie politique me semblait d'une versalité bien dangereuse, si j'ai interpellé face à face et aussi publiquement que loyalement quelques-uns de ces hommes qui se croyaient les pivots de notre révolution, si j'ai voulu qu'ils s'expliquassent sur ce que mes relations avec eux m'avaient fait découvrir, de fallacieux dans leurs projets, c'est que j'ai toujours été convaincu qu'il importait au peuple de lui faire connaître ce qu'il devait craindre de personnages assez habiles pour se tenir perpétuellement en situation de passé, suivant le cours des événements, dans le parti qui offrirait à leur ambition les plus hautes destinées. C'est ce que j'ai cru encore qu'il était digne de moi de m'expliquer en présence de ces mêmes hommes, de leur dire ma pensée tout entière, lors même que je prévoyais bien qu'ils se dédommageraient de leur silence en me faisant peindre par leurs créatures avec les plus noires couleurs, en me préparant de nouvelles persécutions. Si fort de ma cause qui était celle de la nation, j'ai préféré les dangers d'une seconde proscription judiciaire, fondée non pas même sur ma participation chimérique à une pétition trop tragiquement célèbre, mais sur je ne sais quel compte misérable de pistoles emportées en ma présence. De la chambre d'un militaire d'une journée à jamais mémorable, c'est que j'agis constamment d'après les lois éternelles de la justice, c'est que je suis incapable de conserver des relations qui deviennent impures, et d'associer mon nom à ceux qui ne craignent pas d'apostasier la religion du peuple qui m'avait d'abord défendu. Voilà quelle fut ma vie. Voilà, messieurs, ce qu'elle sera désormais. J'ai été nommé pour concourir au maintien de la Constitution, pour faire exécuter les lois jurées par la nation. Eh bien, je tiendrai mes serments, je remplirai mes devoirs, je maintiendrai de tout mon pouvoir la Constitution. Rien que la Constitution, puisque ce sera défendre tout à la fois l'égalité, la liberté et le peuple. Celui qui m'a précédé dans les fonctions que je vais remplir a dit qu'en appelant au ministère, le roi donnait une nouvelle preuve de son attachement à la Constitution. Le peuple, en me choisissant, veut aussi fortement au moins la Constitution. Il a donc bien secondé les intentions du roi. Puissions-nous avoir dit, mon prédécesseur et moi, deux éternelles vérités. Les archives du monde attestent que jamais peuple lié à ses propres lois, à une royauté constitutionnelle, n'a rompu le premier de ses ennemis, le premier de ses serments. Les nations ne changent ou ne modifient jamais leur gouvernement que quand l'excès de l'oppression les y contraint. La royauté constitutionnelle peut durer plus de siècles en France que n'en a duré la royauté despotique. Ce ne sont pas les philosophes, eux, qui ne font que des systèmes qui ébranlent les empires, les villes flatteurs des rois, ceux qui tyrannisent en leur nom le peuple et qui l'affament, travaillent plus sûrement à faire désirer un autre gouvernement que tous les philanthropes et qui publient leurs idées sur la liberté absolue. La nation française est devenue plus fière sans cesser d'être plus généreuse. Après avoir brisé ses fers, elle a conservé la royauté sans la craindre et l'a épurée sans la haïr. Que la royauté respecte un peuple dans lequel de longues oppressions n'ont point détruit le penchant à être confiant et souvent trop confiant. Qu'elle livre elle-même à la vengeance des lois tous les conspirateurs, sans exception, et tous ces valets de conspiration qui se font donner par les lois à des comptes sur des contre-révolutions chimériques, auxquelles ils veulent ensuite recruter, si je puis parler ainsi, des partisans à crédit. Que la royauté se montre sincèrement enfin l'amie de la liberté, sa souveraine, alors elle s'assurera une durée pareille à celle de la nation elle-même.
Alors on verra que les citoyens qui ne sont accusés d'être au-delà de la Constitution que par ceux-mêmes qui sont évidemment en décas, que ces citoyens, quelle que soit leur théorie arbitraire sur la liberté, ne cherchent point à rompre le pacte social, qui ne veulent pas pour un mieux idéal renverser un ordre de choses fondé sur l'égalité, la justice et la liberté. Oui, messieurs, je dois le répéter, quelles aient été mes opinions individuelles lors de la révision de la Constitution sur les choses et sur les hommes, maintenant qu'elle est jurée, j'appellerai à grands cris la mort sur les premiers qui lèveraient un bras sacrilège pour l'attaquer. Fût-ce mon frère, mon ami, fût-ce mon propre fils, tels sont mes sentiments. La volonté générale du peuple français, manifestée aussi solennellement que son adhésion à la Constitution, sera toujours ma loi suprême. J'ai consacré ma vie tout entière à ce peuple qu'on n'attaquera plus, qu'on ne trahira plus impunément, et qui purgera la terre de tous les tyrans s'ils ne renoncent pas à la ligue qu'ils ont formée contre lui. Je périrai s'il le faut pour défendre sa cause. Lui seul aura mes derniers vœux, lui seul les mérites, ses lumières, son courage vont tirer de l'abjection du néant. Ses lumières, son courage le rendront éternel. Le pouvoir exécutif provisoire m'a chargé d'entretenir l'Assemblée nationale des mesures qu'il a prises pour le salut de l'Empire. Je motiverai ces mesures en ministre du peuple, en ministre révolutionnaire. L'ennemi menace le royaume, mais l'ennemi n'a pris que longue vie. Si les commissaires d'assemblée n'avaient pas contrarié par erreur les opérations du pouvoir exécutif déjà l'armée remise à Kellermann, se serait concertée avec celle de Dumouriez. Vous voyez que nos dangers sont exagérés. Il faut que l'armée se montre digne de la nation. C'est par une conviction que nous avons renversé le despotisme. C'est par une grande conviction nationale que nous ferons rétrograder les despotes. Jusqu'ici, nous n'avons fait que la guerre simulée de Lafayette. Il faut faire une guerre plus terrible. Il est temps de dire au peuple qu'il doit se précipiter en masse sur les ennemis. Telle est notre situation, que tout ce qui se peut matériellement servir à notre salut doit y concourir. Le pouvoir exécutif va nommer des commissaires pour aller exercer dans les départements l'influence de l'opinion. Il a pensé que vous deviez en nommer aussi pour les accompagner, afin que la réunion des représentants des deux pouvoirs produise un effet plus salutaire et plus prompt. Nous vous proposons de déclarer que chaque municipalité sera autorisée à prendre l'élite des hommes bien équipés qu'elle possède. On a jusqu'à ce que moment fermé les portes de la capitale et on a eu raison. Il était important de se saisir des traîtres, mais ils en eut-il 30 000 à arrêter, il faut qu'ils soient arrêtés demain. Et que demain Paris communique avec la France entière, nous demandons que nous vous autorisiez à faire des visites domiciliaires. Il doit y avoir dans Paris 80 000 fusils en état. Eh bien, il faut que ceux qui sont armés volent aux frontières. Comment les peuples qui ont conquis la liberté l'ont-ils conservée? Ils ont volé à l'ennemi, ils n'ont point attendu. Que dirait la France si Paris, dans la stupeur, attendait l'arrivée des ennemis? Le peuple français a voulu être libre, il le sera. Bientôt des forces nombreuses seront rendues ici. On mettra à la disposition des municipalités tout ce qui sera nécessaire en prenant l'engagement d'indemniser les possesseurs. Tout appartient à la patrie quand la patrie est en danger. Il est satisfaisant pour les ministres du peuple libre d'avoir à lui annoncer que la patrie va être sauvée. Tout s'émeut, tout s'ébranle, tout brûle de combattre. Vous savez que Verdun n'est point encore au pouvoir de nos ennemis. Vous savez que la garnison a promis d'immoler le premier qui proposerait de se rendre. Une partie du peuple va se porter aux frontières, une autre va creuser des retranchements, et la troisième avec des piques défendra l'intérieur de nos villes. Paris va seconder ces grands efforts. Les commissaires de la commune vont proclamer d'une manière solennelle l'invitation aux citoyens de s'armer
et de marcher pour la défense de la patrie. C'est en ce moment, messieurs, que vous pouvez déclarer que la capitale a bien mérité de la France entière. C'est en ce moment que l'Assemblée nationale va devenir un véritable comité de guerre. Nous demandons que vous concouriez avec nous à diriger le mouvement sublime du peuple. En nommant des commissaires qui nous seconderont dans ces grandes mesures, nous demandons que quiconque refusera de servir de sa personne ou de remettre ses armes sera puni de mort. Nous demandons qu'il soit fait une instruction aux citoyens pour diriger leur mouvement. Nous demandons qu'il soit envoyé des courriers dans tous les départements pour avertir des décrets que vous aurez rendus. Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme, c'est la charge des ennemis de la patrie. Pour les vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Je ne crois pas que vous deviez dans ce moment changer l'ordre judiciaire, mais je pense seulement que vous devez étendre la faculté des choix. Remarquez que tous les hommes de loi sont dans une aristocratie révoltante. Si le peuple est forcé de choisir parmi ces hommes, il ne saura où reposer sa confiance. Je pense que si l'on pouvait au contraire établir dans les élections un principe d'exclusion, ce devrait être contre ces hommes de loi qui jusqu'ici se sont arrogés un privilège exclusif, qui a été une des grandes plaies du genre humain, que le peuple choisisse à son gré les hommes à talent qui mériteront sa confiance. Il ne se plaindra pas quand il aura choisi à son gré. Au lieu qu'il aura sans cesse le droit de s'insurger contre des hommes entachés d'aristocratie que vous l'auriez forcé de choisir. Élevez-vous à la hauteur des grandes considérations. Le peuple ne veut point de ses ennemis dans les emplois publics. Laissez-lui donc la faculté de choisir ses amis. Ceux qui se sont fait un état de juger les hommes étaient comme les prêtres. Les uns et les autres ont éternellement trompé le peuple. La justice doit se rendre par les simples lois de la raison. Et moi aussi je connais les formes, et si l'on défend l'ancien régime judiciaire, je prends l'engagement de combattre en détail, pied à pied, ceux qui se montreront les sectateurs de ce régime. Il s'agit de savoir s'il y a de graves inconvénients à décréter, que le peuple pourra choisir indistinctement parmi tous les citoyens les hommes qui croira les plus capables d'appliquer la justice. Je répondrai froidement et sans flagornerie. Pour le peuple, aux observations de M. Chasset, il lui a échappé un aveu bien précieux. Il vous a dit que comme membre du tribunal de cassation, il a vu arriver à ce tribunal une multitude de procès extrêmement entortillés et tout viciés par des violations de forme. Comment se fait-il qu'il convient que les patriciens sont détestables, même en forme, et que cependant il veut que le peuple ne prenne que des patriciens? Il vous a dit ensuite que plus les lois actuelles sont compliquées, plus il faut que les hommes chargés de les appliquer soient versés dans l'étendue de ces lois. Je dois vous dire, moi, que ces hommes infiniment versés dans l'étude des lois sont extrêmement rares, que ceux qui se sont glissés dans la composition actuelle des tribunaux sont des subalternes, qu'il y a parmi les juges actuels un grand nombre de procureurs et même d'huissiers. Eh bien, ces mêmes hommes, loin d'avoir une connaissance approfondie des lois, n'ont qu'un jargon de chicane. Et cette science, loin d'être utile, est infiniment funeste. D'ailleurs, on m'a mal interprété. Je n'ai pas proposé d'exclure les hommes des lois des tribunaux, mais seulement de supprimer l'espèce de privilège exclusif qu'ils se sont arrogés jusqu'à présent. Le peuple élira sans doute tous les citoyens de cette classe qui unissent le patriotisme aux connaissances, mais à défaut d'hommes de loi patriotes, ne doit-il pas pouvoir élire d'autres citoyens? Le préopinant qui a appuyé en partie les observations de M. Chasset a reconnu lui-même la nécessité de placer un prud'homme dans la composition des tribunaux.
d'y placer un citoyen, un homme de bon sens, reconnu pour tel dans son canton, pour réprimer l'esprit de dubitation qu'ont souvent les hommes barbouillés de la science de la justice. En un mot, après avoir pesé ces vérités, attachez-vous surtout à celle-ci. Le peuple a le droit de vous dire « tel homme est ennemi du nouvel ordre de choses ». Il a signé une pétition contre les sociétés populaires. Il a adressé à l'ancien pouvoir exécutif des pétitions flagorneuses. Il a sacrifié nos intérêts à la cour. Je ne puis lui accorder ma confiance. Beaucoup de juges, en effet, qui n'étaient pas très experts en mouvements politiques, ne prévoyaient pas la révolution et la République naissante. Il correspondait avec le pouvoir exécutif, il lui envoyait une foule de pièces qui prouvaient leur incivisme. Et par une fatalité bien singulière, ces pièces envoyées à M. Joly, ministre de la tyrannie, sont tombées entre les mains du ministre du peuple. C'est alors que je me suis convaincu plus que jamais de la nécessité d'exclure cette classe d'hommes des tribunaux. En un seul mot, il n'y a aucun inconvénient grave, puisque le peuple pourra réélire tous les hommes de loi qui sont dignes de sa confiance. C'est un bon jour pour la nation. C'est un bon jour pour la République française. Que celui qui amène entre nous une explication fraternelle, s'il y a des coupables, s'il existe un homme pervers qui veut dominer despotiquement les représentants du peuple, sa tête tombera aussitôt qu'il sera démasqué. On parle de dictature, de triumvirat. Cette imputation ne doit pas être une imputation vague et indéterminée. Celui qui l'a faite doit la signer. Je le ferai, moi, cette imputation dût-elle faire tomber la tête de mon meilleur ami. Ce n'est pas la députation de Paris prise collectivement qu'il faut inculper. Je ne chercherai pas non plus à justifier chacun de ses membres. Je ne suis responsable pour personne. Je ne vous parlerai donc que de moi. Je suis prêt à vous retracer le tableau de ma vie publique. Depuis 3 ans, j'ai fait tout ce que j'ai cru devoir faire pour la liberté. Pendant la durée de mon ministère, j'ai employé toute la vigueur de mon caractère. J'ai apporté dans le conseil toute l'activité et tout le zèle du citoyen embrassé de l'amour de son pays. S'il y a quelqu'un qui puisse m'accuser à cet égard, qu'il se lève et qu'il parle. Il existe, il est vrai, dans la députation de Paris, un homme dont les opinions sont pour le parti républicain, ce qu'était celle de Rouillou pour le parti aristocratique. C'est Marat. Assez et trop longtemps, l'on m'a accusé d'être l'auteur des écrits de cet homme. J'invoque le témoignage du citoyen qui vous préside. Il eut, votre président, la lettre menaçante qui m'a été adressée par ce citoyen. Il a été témoin d'une altercation qui a eu lieu entre lui et moi à la mairie. Mais j'attribue cette exagération aux vexations que ces citoyens a éprouvées. Je crois que les souterrains dans lesquels il a été enfermé ont ulcéré son âme. Il est très vrai que d'excellents citoyens ont pu être républicains par excès. Il faut en convenir, mais n'accusons pas pour quelques individus exagérés une députation tout entière. Quant à moi, je n'appartiens pas à Paris. Je suis né dans un département vers lequel je tourne toujours mes regards, avec un sentiment de plaisir. Mais aucun de nous n'appartient à tel ou tel département. Il appartient à la France entière. Faisons donc tourner cette discussion au profit de l'intérêt public. Il est incontestable qu'il faut une loi vigoureuse contre ceux qui voudraient détruire la liberté publique. Eh bien, portons-la. Portons une loi qui prononce la peine de mort contre quiconque se déclarerait en faveur de la dictature ou du triumvirat. Mais après avoir posé ces bases qui garantissent le règne de l'égalité, anéantissons cet esprit de parti qui nous perdrait. On prétend qu'il y a parmi nous des hommes qui ont l'opinion de vouloir morceler la France. Faisons disparaître ces idées absurdes en prononçant la peine de mort contre leur auteur. La France doit être un tout indivisible. Elle doit avoir une unité de représentation. Les citoyens de Marseille veulent donner la main aux citoyens de Dunkerque. Je demande donc la peine de mort contre quiconque voudrait détruire l'unité de la France.
Et je propose de décréter que la Convention nationale pose pour base du gouvernement qu'elle va établir l'unité de représentation et d'exécution. Ce ne sera pas sans frémir que les Autrichiens apprendront cette sainte harmonie. Alors je vous jure, alors je vous jure, nos ennemis sont morts. Vive la France, vive Georges Jacques Danton.